Allez, aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment fascinant, issu de notre source du jour, la théorie des drapeaux. L'idée de base, c'est de repenser complètement la façon dont on structure sa vie à l'heure de la mondialisation. C'est assez radical, vous allez voir. Pour commencer, la source nous pose une question volontairement un peu provoque. Imaginez qu'on vous demande ça. En finance, la réponse est juste évidente pour tout le monde. Non, bien sûr que non. Ce serait de la pure folie de tout miser sur une seule carte. Et voilà le paradoxe que le texte met tout de suite en lumière. La plupart d'entre nous ont fait exactement ça, mais avec notre vie. On concentre absolument tout, le travail, les biens, la nationalité, les comptes en banque, dans un seul et même pays. On met, littéralement, tous nos œufs dans le même panier, souvent sans même y réfléchir. Bon, alors quel est le vrai problème derrière tout ça? Qu'est-ce que cette philosophie cherche à résoudre? Eh bien, ça porte un nom. C'est le risque du monopays. Et voici la définition de cet état de dépendance. Être un monopays, c'est en quelque sorte confier toutes les clés de son existence à une seule entité, un seul gouvernement, un seul État. On dépend d'un seul fournisseur de services, si on veut. Et cette diapo, elle illustre parfaitement la métaphore au cœur de cette idée. À gauche, on a le carré avec aspérité. Il est vulnérable, un État peut facilement s'y accrocher, faire pression. Et à droite, on a le carré lisse. Il est tout aussi respectueux des lois, mais il est résilient, il n'offre aucune prise facile. D'accord, c'est une belle image, mais concrètement, dans la vraie vie, quels sont les dangers de cette dépendance à un seul pays? Parce que les risques, ils sont bien réels. Et voilà quelques exemples de ces vulnérabilités. Un gouvernement peut décider d'augmenter massivement les impôts. Il peut ponctionner les comptes en banque, comme on l'a vu à Chypre. Il peut restreindre les déplacements en cas de crise. Bref, il a un pouvoir quasi total sur l'individu. Bon, face à ce constat un peu inquiétant, quelle est la solution? C'est là que le document nous présente la fameuse théorie des drapeaux. L'objectif, c'est d'atteindre ce que le texte appelle une défense asymétrique. L'idée est assez simple. En étant diversifié sur plusieurs pays, le coût pour un État de vous contraindre devient bien plus élevé que les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Et attention, on ne parle pas d'évasion illégale, mais bien de diversification légale et stratégique. Donc, pour résumer, le point crucial, c'est vraiment de faire cette transition, passer du statut de carré vulnérable, avec toutes ses prises, à celui de carré lisse. Un carré qui reste parfaitement conforme aux lois, mais qui est beaucoup plus résilient et indépendant. D'accord, mais comment on fait ça concrètement? La philosophie se met en pratique à travers une stratégie qui implique 7 drapeaux. Chacun représente un aspect clé de la vie. Alors, voilà la feuille de route, en quelque sorte. On va les passer en revue un par un, pour voir ce que ça implique. Le premier drapeau, c'est la citoyenneté. Avoir un second passeport, c'est vu ici comme l'assurance vie ultime. C'est le plan B, la porte de sortie en cas de crise majeure dans son pays d'origine. Deuxième drapeau, la résidence fiscale. L'idée, c'est de voter avec ses pieds. On se comporte comme un client qui choisit le meilleur fournisseur de services, c'est-à-dire le pays où le rapport entre la qualité de vie et les impôts est le plus avantageux. Troisième drapeau, l'entreprise. Là, c'est simple. On peut très bien créer sa société dans une juridiction optimisée, comme l'Estonie avec son programme de e-résidence par exemple, tout en servant des clients dans le monde entier et en travaillant depuis n'importe où. Quatrième drapeau, les actifs. Ça, c'est de la diversification financière classique, mais poussée au niveau géographique. L'idée, c'est de ne pas garder son immobilier ou ses actions dans le même pays que celui où l'on réside. Le cinquième drapeau est assez sympa. Ce sont les terrains de jeu. Ce sont simplement les pays où l'on va en vacances, où l'on dépense son argent pour le plaisir, en tant que touriste, sans aucune attache légale ou fiscale. On sépare le plaisir des affaires. Numéro 6, les comptes bancaires. C'est peut-être le plus simple à mettre en place. On répartit son argent liquide dans des banques situées dans des juridictions réputées stables, comme la Suisse ou Singapour. Ça protège du risque qu'une crise bancaire dans un seul pays n'emporte toutes ses économies. Et enfin, le septième drapeau, le plus moderne. Il concerne la souveraineté numérique. Comment protéger ces données, ces crypto-monnaies, des actifs qui sont de plus en plus au centre de nos vies. Bon, à ce stade, la question qui vient forcément à l'esprit, c'est tout ça, c'est bien joli, mais est-ce que ce n'est pas réservé à une élite, aux ultra-riches? Eh bien, le texte argumente que non, pas nécessairement. Il prend l'exemple des nomades numériques et des travailleurs à distance. Ils sont vus comme les candidats parfaits pour commencer à appliquer ces principes, même avec un revenu que l'on pourrait qualifier de modeste. Et ça nous amène à cette citation, qui résume parfaitement la conclusion de la source. Le plus grand obstacle, ce n'est pas tant l'argent que le changement de mentalité. C'est d'arrêter de se voir comme la propriété d'un seul pays pour se voir comme un citoyen du monde.
Finalement, ça nous laisse avec cette réflexion. Dans un monde qui est de plus en plus connecté, mais aussi de plus en plus incertain, le portefeuille le plus important à diversifier n'est peut-être plus seulement celui de ses actions. C'est peut-être celui de sa propre vie,